Invité de Radio CHU avec Marie-Christiane Courtier au micro, Hélène Desligneries. Hélène Desligneries, vous êtes une de ces personnalités bordelaises qui marquent la vie intellectuelle et culturelle. Vous avez préféré abandonner le vignoble dont vous aviez hérité pour acheter une librairie que tout le monde connaît qui s'appelle La Machine à lire. Depuis, ce projet s'est développé, c'était en 2008. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, quel bilan tirez-vous de votre aventure ? Bonjour, merci de m'inviter à Radio CHU. J'ai pas du tout le sentiment d'être une personnalité importante dans le monde de la culture. Il n'y a que vous qui ne le savez pas. Peut-être. Mon père était déjà comme ça, paraît-il, donc j'ai hérité de lui. Donc le bilan que je tire aujourd'hui, pour moi, c'est un immense bonheur. J'ai pas peur du mot. Il y a 3 entreprises maintenant. Il y a La Machine à lire, donc qui est la librairie 8 place du Parlement, la Machine à musique, la Machine à musique successeur Lignerolles, qui est un petit peu plus loin en face, rue du Parlement Sainte-Catherine, et la Petite Machine qui est derrière le lycée Montesquieu. Pourquoi c'est un grand bonheur ? Parce qu'il y a quand même 19 emplois. Et le sentiment de diriger j'appelle ça des entreprises, parce qu'il ne faut pas avoir peur des mots, ce sont quand même des entreprises, même si elles sont culturelles, qui font sens pour moi en tout cas, et je crois aussi pour les salariés et les équipes qui sont à mes côtés, qui font sens parce que nous sommes des passeurs, les passeurs de livres et de culture, qui font sens parce que on continue à y intégrer un engagement auprès des prisons, vous le savez, auprès de l'autisme avec l'embauche d'un jeune autiste, en partenariat avec des entreprises d'insertion. Donc j'ai le sentiment, peut-être j'ai eu 60 ans il y a quelques mois, très peu de mois, et je me disais peut-être que à travers ces machines, j'ai atteint une espèce d'équilibre et le sentiment que c'est peut-être le bon moment dans ma vie et que j'espère que la vie ne me dira pas le contraire, mais qu'il y a encore de nombreuses années pour développer ça et surtout transmettre. On vous souhaite tout ce bonheur et on se réjouit que des personnes comme vous puissent nous dire qu'ils ont réussi à faire coïncider toutes leurs aspirations avec une forme d'intérêt pour le bonheur, le bénéfice de la société. Vous avez parlé d'entreprise, ça m'amène à vous demander où en est le secteur du livre aujourd'hui. On n'est pas obligé de le détailler en chiffres sur le plan économique, mais on a tendance à dire qu'on lit moins, que les problèmes des libraires sont quand même assez sérieux, le problème du livre par rapport à la vidéo, par rapport aux nouveaux modes de communication et d'intégration de la connaissance. Comment se portent vos entreprises ? Et jusqu'où êtes-vous prête à aller pour les supporter jusqu'au bout ? Alors les entreprises, les 3, donc on va parler, la petite machine ne s'auto-suffit pas. Donc en fait, je me dis, plutôt que de faire un don chaque année aux secours catholiques, etc., ce qui manque, je le mets dans la petite machine. Il manque pas grand-chose. Elle peut pas vivre, la presse ne peut pas vivre aujourd'hui s'il n'y a pas à côté des tas de choses. Donc on y a adjoint une partie de librairie. Aucune. En fait, c'est un lieu que je souhaite à vos auditeurs de découvrir, qui est donc derrière le jardin public. C'est un tout petit endroit où il y a beaucoup d'amour. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 2 salariés qui se relaient. Donc, on est ouvert tous les jours, y compris le dimanche matin, alors que je suis contre l'ouverture du dimanche. Mais la presse, c'est différent, puisqu'il y a de la presse le dimanche, il faut bien la vendre. Et toute la journée, on a mis donc des livres, il y a des bonbons, il y a des tas de choses, et surtout il y a une table avec des chaises, et toute la journée il y a des personnes qui viennent et qui restent 2-3 heures là. Quelle est la sélection de titres que vous proposez ? Ce sont des titres que nous choisissons à la machine à lire en fonction à la fois de ce qu'on sait de la petite machine et du public qui est autour, et puis des coups de cœur actuels. Donc ça c'est important, et ces gens ils viennent là uniquement pour se retrouver. Ça permet de mettre en vis-à-vis des lecteurs, je dirais de longue date, et du jeune public actuel dont on a tendance à se dire qu'il ne lit pas. C'est plutôt un lieu la petite machine, c'est le lieu de partage et de convivialité d'un peu tous les gens un peu âgés, un peu seuls, un peu isolés. Ensuite, il y a la machine à musique, la machine à successeur Lignerolles. Donc la machine à musique, c'est une vraie inquiétude parce que le disque n'est pas protégé comme le livre par la loi du prix unique. Le livre, il faut que vous sachiez que la loi langue
fait qu'aujourd'hui, que ça soit dans une grande surface ou à la machine à lire, que ce soit chez Mola ou ailleurs, le livre est au même prix partout. Et le maximum de remise qu'on puisse faire par fidélité, c'est 5%. Donc ça nous sauve. La musique n'a pas ça. Donc aujourd'hui, les gens téléchargent, les gens podcastent. Moi, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne parce que je ne le fais pas. Mais curieusement, comme on a fait à la machine à musique un lieu d'accueil pour nos rencontres de la machine à lire, qui a des partitions, qui a des livres pour enfants, des livres pour adultes, ça survit. De la musique vivante aussi, des concerts ou pas? Oui, nous faisons des concerts, des petits concerts, parce qu'il rentre 30 ou 40 personnes, quand il y a des Bordelais qui le demandent, et donc c'est très bien comme ça. Donc la machine à musique est un peu en difficulté, je m'interroge sur son avenir, on verra. Les chiffres sont plutôt bons en ce moment. Et la machine à lire, comme toutes les librairies générales indépendantes, est extrêmement fragile. Une librairie aujourd'hui, il faut savoir, on ne va pas en effet rentrer dans les détails des chiffres, mais c'est une marge qui est tellement faible que ce qu'on peut faire avec, c'est vivre, rémunérer les salaires. On ne peut pas en tout cas, ou très peu, dégager du résultat. Et il faut le dire, pour leur rendre hommage, les libraires sont toujours des gens qui sont extrêmement mal rémunérés par rapport au travail qu'ils font. On ne peut pas faire autrement. Je veux dire, c'est impossible. Et moi, mon idée, c'est que la machine à lire soit complètement autonome, de façon, je suis toujours dans l'idée, et pour l'avoir vécu récemment avec un des éditeurs que nous préférions, qui est mort de manière tragique dans un accident de voiture, je me dis, il peut toujours m'arriver quelque chose. Et moi, ce que je souhaite, c'est que derrière, on puisse reprendre. Pour qu'on puisse reprendre derrière, il faut que la machine soit à l'équilibre. Donc, c'est vraiment ce vers quoi on tend. Et est-ce que vous avez songé, c'est la grande mode des financements participatifs, Non, on n'a pas besoin. Non, on n'est pas en difficulté du tout. On a un chiffre d'affaires qui a progressé énormément en 10 ans. On a une clientèle très très fidèle. Alors, je vais vous dire quelque chose qui fera peut-être sourire vos auditeurs, ce qui serait bien. Mon problème aujourd'hui, c'est la météo. C'est-à-dire que s'il pleut, les gens ne sortent pas. C'est contraire aux escargots. Et s'il fait beau, il y a un monde fou. Donc il pleut. Là, à Noël, ça a été catastrophique pendant 8 jours parce qu'il y a eu une tempête. Les gens ne sont pas venus. On était tous effondrés puisqu'on avait tout préparé, les paquets cadeaux, etc. Ils sont venus après. Donc voilà, mon inquiétude, c'est la météo. Il fait beau, il y a du monde. Il fait pas beau, il n'y a pas de monde. Donc l'idée, c'est aussi de développer le site de vente en ligne de la librairie, bien sûr. Je ne parle que de celui-là. Et donc, on a ouvert un site de vente en ligne il y a une petite année, je crois, qui commence à se développer puisque quand il pleut, comme ça, ils se mettent devant leur écran et ils commandent chez nous. Alors cette fragilité de l'humain, vous avez trouvé le moyen de vous investir dans de la chaleur humaine, dans de l'apport de la connaissance, dans de l'animation. Je sais que vous avez fait venir Hervé Lecor, qui est un des grands auteurs de polar bordelais, à la prison de Gradignan. Ça a été compliqué, vous continuez à le faire? En fait, nous avons mis à la machine à lire un partenariat donc, qui est tripartite avec la mairie de Bordeaux, le service probatoire de Gradignan et la machine à lire, sans lequel on ne pouvait pas en fait faire ça. Ce partenariat, j'ai mis très longtemps à le mettre en place. Ça y est, il a été validé en conseil municipal. Avec, je me permets une toute petite pique, la convention n'est toujours pas signée, mais ça fait rien, le conseil municipal l'a validé. Et donc, 4 fois par an, je vais à la prison de Gradignan avec des auteurs pour... et la bibliothèque de Bordeaux, je travaille avec une jeune femme dont je vais citer le nom parce que c'est une jeune femme remarquable qui s'appelle Florence Dequinte, qui travaille à la bibliothèque de Bordeaux. Donc elle prépare les rencontres en amont avec les détenus. Donc elle dit par exemple là, la prochaine fois, c'est le 6 mars de mémoire, je vais y aller avec François Garcia et elle va acheter pour la bibliothèque les livres de François Garcia qui sont édités chez Verdier. Et à partir de là, elle va travailler avec les détenus pour leur parler de l'auteur, pour dire qui il est, etc. Parce que là, c'est un auteur bordelais, mais le Goncourt va venir avec moi en novembre, il s'y est engagé. Gérard Mordillas s'est engagé aussi. Donc on fait aussi avec des auteurs parisiens, ou peu importe d'ailleurs. Oui, ou de genres très totalement différents. Et donc, quand on y va avec l'auteur, je passe toutes les formalités un peu complexes à passer, le temps qu'on nous fait attendre. L'autre jour, c'était une demi-heure dans le froid dehors, parce que voilà, on ne trouvait pas le dossier, qui était juste sous le nez de la personne. Et une fois qu'on a enfin réussi à accéder à la salle, parce qu'il y a beaucoup de barrières dans le sens réel du terme à franchir,
À ce moment-là, les détenus arrivent les uns après les autres. Là, c'est un peu compliqué parce que c'est lié au bon vouloir de savoir si on les laisse sortir ou pas de leur cellule. Suivant, il y a plusieurs étages. Il y a une prison pour les femmes aussi, donc les femmes et les hommes, les femmes sont autorisées aussi. Voilà, tout ça est lié à beaucoup de choses. Beaucoup de contraintes. Et puis d'une humanité pas toujours glorieuse. Et quel est l'accueil des détenus précisément, de ces personnes enfermées vis-à-vis de vous et de cette proposition? Merveilleux. Alors Gradignan, le problème de Gradignan, c'est que c'est une maison d'arrêt, donc c'est les gens qui sont en attente de jugement ou qui ont des petites peines. Donc souvent on ne retrouve pas les mêmes. J'étais à la Mont-de-Marsan avec Hervé aussi, on a fait les deux, et là c'était des gens qui avaient pris 10 ou 15 ans. Donc quand on revient, on retrouve les mêmes. Là, ce qui est un peu compliqué, c'est qu'on n'a jamais les mêmes détenus, enfin tant mieux pour eux s'ils ont des petites peines, et puis s'ils sont partis ailleurs, malheureusement, c'est qu'ils ont des longues peines. Et c'est un accueil inouï. La chose qui me frappe le plus, c'est que c'est un lieu de vérité. La prison est le lieu de vérité, ou tout au moins où il n'y a aucun tabou, le plus important que j'ai rencontré. Je vous donne un exemple. Hervé Lecor vient. C'est la première fois de ma vie de libraire que quelqu'un demande à un auteur ce qu'il gagne. Les détenus n'ont aucun problème. Ils disent à Hervé, vous gagnez combien? Et Hervé répond tout à fait naturellement, selon j'ai totalement oublié les sommes. Mais je me disais, c'est étonnant parce que c'est un lieu où on ne triche pas. Et je pense que c'est très lié à l'enfermement qui fait que de toute façon, il n'y a pas besoin de composer quoi que ce soit. C'est-à-dire que ceux qui sont là aussi souvent ont franchi des barrières qui sont beaucoup plus graves que de poser des questions sur des petits tabous imbéciles de la société. Hein. Et là, donc, ils font un très bon accueil. Ils ont très souvent lu les livres, ce qui est très touchant. Je remarque que quasiment tous écrivent. Il y a une bibliothèque. Il y a une bibliothèque que d'ailleurs dans laquelle j'apporte des livres 3 fois par an à peu près. La machine à lire. On a ce qu'on appelle les services de presse, c'est-à-dire que les éditeurs nous envoient les livres pour qu'on les lise. Et quand on les garde pas nous pour notre bibliothèque, parce que on les donne, donc on donne une dizaine de cartons par an à la BDP, à la bibliothèque de près de Gradignan. Il y a une censure. Les titres des bouquins sont épluchés quand vous les apportez? Je ne sais pas. Je veux pas savoir. C'est pas. Je porte mes cartons. Vous veillez à. Et non, je peux rien. J'ai aucun pouvoir là-dessus. Donc j'espère. Vous veillez à ce que le contenu des bouquins soit compatible éventuellement. Je fais attention à ce que ce soit des romans qui leur permettent de s'évader dans le sens purement intellectuel du terme. C'est ce que je leur ai dit. Je leur ai dit, vous savez, ça les a fait rire. Je leur ai dit, la lecture, lisez, parce que c'est la seule manière de vous évader. Et je dis, ne croyez pas que ce soit par hasard que je choisis ces mots. Je vous conseille vivement de ne pas faire de tentative d'évasion parce que c'est très sévèrement réprimandé, mais par contre la lecture va vous permettre de vous évader. Ça c'est vraiment, et ils le disent tous, donc ils sont très chaleureux, très amicaux à l'égard de l'auteur et de moi-même, et puis très intéressés par le métier d'écrivain. Ils demandent beaucoup, ils ont tous le sentiment qu'ils ont écrit des choses magnifiques et qu'ils voudraient être publiés. Je pense, enfin c'est aussi un moyen de s'évader, l'écriture. Donc c'est un métier différent, mais vous y avez songé parfois à devenir également éditeur ou pas? Non, ni éditeur, ni auteur, parce que d'abord j'ai trop de pudeur pour écrire, et puis je peux pas en faire plus que ce que je fais aujourd'hui. Je trouve que déjà c'est parfois trop, mais parce qu'il y a cet engagement auprès des prisons, cet engagement, là on va être partenaire d'une entreprise d'insertion qui s'appelle le Livre Vert. Ça c'est très important parce que c'est une entreprise d'insertion donc qui accueille les publics les plus en difficulté, mais nous on va avoir des bacs à la machine à musique et à la petite machine dans lesquels les gens peuvent venir porter des livres dont ils ne veulent plus, et après le Livre Vert trie, fait un site de vente en ligne de livres d'occasion, donne à des associations et recycle. Donc il faut savoir que si vous avez moins de 50 livres, vous pourrez venir les déposer à la petite machine ou à la machine à musique à partir de vendredi prochain, puisque le 2 février, donc je sais pas, ça il faudra peut-être voir avec les dates de l'émission, mais surtout que si vous avez par exemple une bibliothèque à donner, parce que vous vous déménagez, vous avez 150 livres vous appelez le Livre Vert et ils viennent gracieusement à votre domicile pour chercher les livres et les emporter. Donc vous faites une bonne action, puisque ça permettra après d'accompagner les publics démunis, et vous vous êtes débarrassé de vos livres gracieusement. Alors, c'est une tendance qui s'est beaucoup répandue, les collectivités locales le font, les mairies le font, il y a des petites cabanes, des petits cabanons où on peut, des boîtes à livres où on peut déposer des bouquins. C'est une concurrence réelle ou
Pas du tout pour un libraire. Non, c'est pas du tout une concurrence. Nous, notre seul concurrent, je ne le citerai pas par principe, mais c'est la vente en ligne d'un certain organisme que je qualifie de mafieux. Mais ça, j'ai un vrai combat. Je vais quand même le dire contre Amazon. J'ai un vrai combat, et je demande à vos auditeurs de bien entendre qu'il y a des sites de librairies indépendantes en ligne, mais on n'a pas de concurrent. Les boîtes à livres, il n'y a aucun problème. Moi, je ne mets pas de livres dedans parce que je préfère cibler, c'est-à-dire le livre vert maintenant et les prisons. Parce qu'après, il y en a une au jardin public, une boîte à livres, et c'est vrai que ça fonctionne bien, et c'est très bien. Non, il y a pas c'est pas une concurrence. Donc les prisons, c'est un engagement qui est déjà bien abouti, bien réfléchi, et qui a déjà porté ses fruits, si je vous entends bien. Il y a d'autres milieux où la lecture vous apparaîtrait quelque chose de salvateur pour des publics un peu en difficulté ou pour des publics qui se cherchent. Oui, moi je pense que la lecture, elle est salvatrice pour tout le monde. Donc après, il y a beaucoup d'autres choses à faire. Là, nous, on a fait le choix de l'externaliser dans les prisons, de faire des rencontres aussi avec les auteurs et de les faire venir à la machine à lire. Après, par contre, je reviens à l'idée d'entreprise parce qu'on a un partenariat aussi. On a embauché un jeune autiste et qui fait le trajet tous les jours entre la machine à lire et la petite machine. Il fait l'aller-retour avec le caddie dans lequel il y a des livres qu'on porte à la petite machine. Il est en contrat à durée indéterminée. Et ce que je veux dire, c'est que c'est l'entreprise qui permet la réintégration aussi d'un public en grande difficulté. C'est-à-dire qu'il y a à la fois l'externalisation de la lecture vers les prisons, et il y a à la fois de dire une librairie doit être ouverte. On prend aussi en stage des jeunes de collège en difficulté, donc pendant 3 semaines, pour leur montrer ce que c'est qu'une librairie. Vous voyez, ça va en entrant et en sortant. Le contact du livre, est-ce que vous êtes arrivé d'avoir des personnes qui n'avaient jamais tenu un livre entre leurs mains et où vous avez senti que ça déclenchait quelque chose de particulier? Nous avons des gens qui viennent pour offrir des livres, donc qui visiblement ne lisent pas, pour offrir des livres qui à leur mère, leur père, alors ils nous demandent, alors on dit mais qu'est-ce qu'ils aiment. Non. Le Goncourt, oui, on rentre, on demande le Goncourt, mais les gens disent je veux le Goncourt, ils savent la plupart du temps. Ils ne savent pas qui est le Goncourt. Ils offrent le Goncourt, ils offrent le Goncourt des lycéens, etc. Par contre, ce qui est touchant, c'est quand quelqu'un vient acheter un cadeau pour quelqu'un de sa famille, en disant oui, elle aime beaucoup, c'est ma maman, elle aime beaucoup Musso, Lévy, et que nous, il faut qu'on fasse l'effort d'aller chercher quelque chose proche d'une lecture qui n'est pas du tout la nôtre, avec respect, parce qu'on a du respect pour ça, et puis parler avec la personne naturellement pour lui dire voilà, il y a aussi ça, et essayer de faire monter d'ouvrir un éventail autour de Lévy Musso. Voilà. Oui. Alors, rappelez-nous quel est le Goncourt. Éric Vuillard, oui. L'ordre du jour. Je dis ça parce qu'on l'avait reçu avant qu'il ne soit Goncourt et qu'Éric, en plus, a eu la gentillesse d'accepter de venir en prison avec moi en novembre. Donc ça va être merveilleux parce que ça va médiatiser. Mais l'intérêt de médiatiser, c'est de faire parler et de faire prendre conscience des choses. Donc moi, je me dis que tout ce qui va permettre de faire ça, il faut le faire. Est-ce qu'au fond, c'est quelques must, comme on dit, ces noms d'auteurs vedettes, est-ce que vous arrivez réellement, comme vous l'avez dit, à élargir la curiosité du public? Oui, en fait, nous... Et vers quoi? Voilà, nous on est assez clair là-dessus. Le Goncourt, moi je l'ai lu, mais avant qu'il soit Goncourt, je le redis. Nous, les livres, comme par exemple en ce moment, Le Maître, qui est le livre qui se vend le plus... Personne dans la librairie ne l'a lu. Non pas parce qu'il n'est pas intéressant, mais parce que je dis il n'a pas besoin de nous. Les livres qui ont besoin de nous, c'est des livres d'éditeurs peut-être moins prestigieux qu'on défend, Verdier, Minuit, ces magnifiques maisons d'édition, dont les gens n'iront pas forcément lire le livre parce qu'il n'y a pas beaucoup de presse, parce que ci, parce que ça, et d'aller lire des choses qu'on va conseiller et transmettre. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des livres qui se vendent tout seuls. Alice Zénitaire, Goncourt des lycéens, elle se vend. Alors on le met sur table, évidemment, devant, facilement accessible. Après, nous, on essaie d'aller chercher des choses qui ont vraiment besoin du libraire. Nathalie Nothomb, Émilie Nothomb, elle n'a pas besoin de nous. Nothomb, Catherine Pancol, tout ça, vous n'avez pas besoin de les lire. Elle n'a pas besoin de nous. Après, on les lit pas. Moi, quelquefois, vous voyez, par exemple, Elena Ferrante, elle vient de sortir le 4e. Là, moi, je me régale à l'idée de lire cet été quand je serai en vacances, pour le plaisir. Mais aujourd'hui, elle se vend toute seule. Personne ne nous demande si on l'a lu. Tout le monde s'en fiche. Vous voyez, on nous dit je veux le Ferrante, le 4e tome. Donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'aller apporter quelque chose de plus. Alors, justement, pour revenir sur les livres qui attirent plus particulièrement le public, qui se vendent comme des petits pains, je ne sais pas si certaines émissions à la télévision arrivent à
atteindre les niveaux d'influence qu'avaient des gens comme Pivot et tout ça. Est-ce que les gens arrivent aussi avec des messages la grande librairie, la grande librairie. Nous, la grande librairie, heureusement, maintenant, Bunel est malin, donc il nous donne les livres en amont. On les a 8 jours avant, parce qu'on en commande, on double le nombre de livres qu'on a en stock. À la grande librairie, c'est le plus prescripteur. Après, il y a Télérama. Et puis après, c'est plus les médias audio, c'est-à-dire France Culture, beaucoup à la machine à lire, France Inter, la télévision, certaines émissions, mais c'est surtout France Inter, France Culture qui nous apporte vraiment... Quand on voit un livre qui n'a pas bougé pendant 15 jours et tout d'un coup on en a 3, les 3 se vendent en 10 minutes, je dis aux gens, vous avez écouté une émission à la radio? Ah oui, Madame Delignery, il est passé sur France Culture, merci, et puis voilà, puis c'est trop tard parce qu'on ne le savait pas, puis qu'on n'a plus le livre. Oui, ça démontre un petit peu comment fonctionne le système médiatique, mais avec cette restriction qu'au fond, alors, ce sont des personnes qui restent toujours confinées un peu dans le même univers, des personnes qui ont accès à certains types d'infos. Bien sûr. À certains types d'émissions de radio ou de télévision. Et comment élargir ce public-là alors? C'est ma grande question. Alors c'est déjà en ouvrant les portes physiquement de la librairie et en accueillant les gens avec gentillesse. C'est-à-dire, moi je sais que j'ai beaucoup de respect pour mon prédécesseur, Henri Martin. Je sais que j'ai beaucoup entendu quand j'ai acheté la librairie, on n'ose pas rentrer parce que c'est une librairie d'intellectuels, parce que c'est une librairie, etc. Ça aujourd'hui je l'entends plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi ce que j'ai demandé à tous les libraires, et on a reconstitué une équipe formidable, c'est chaque personne qui rentre doit être saluée, bonjour, au revoir, accueillie, demander si on peut les accompagner, les aider, les laisser tranquilles s'ils le souhaitent, et puis être ouvert et montrer surtout qu'on respecte quelqu'un qui lit des livres que nous, ça ne nous viendrait même pas à l'esprit de les ouvrir, quoi. Et quelles consignes donnez-vous, ou peut-être le directeur effectif de la machine à lire, quelles consignes de mise en évidence des livres? Est-ce que vous avez une rotation de vitrines Oui, alors on a 2 vitrines, nous avons 2 vitrines. Alors il y a un directeur en effet, mais c'est vrai que moi je suis là tout le temps quasiment, donc j'essaie de trouver cet équilibre. Les gens vous demandent personnellement? Oui, toujours. Ils veulent vous voir, c'est comme les grands chefs en cuisine et en salle. Pour moi c'est terrible parce que je ne le comprends pas, et donc je me dis il faut que j'y sois, parce qu'en fait moi ce que j'aimerais c'est pouvoir aussi laisser plus d'autonomie aux libraires et pouvoir lire, parce que je suis assez bonne vendeuse, c'est quand même ce que je me reconnais, mais ils veulent me voir, donc hier ils m'ont vu entre 10h et 20h, je suis passée toute la journée, mais donc on a 2 vitrines, on a une vitrine à thème et une vitrine plutôt des rencontres, etc. Donc la vitrine à thème, là, c'est les correspondances. Après, ça va être la couleur. Après, ça va être mai 68, c'est-à-dire qu'on met des thèmes et des thèmes machine à lire, qui sont toujours quand même des engagements. Les prisons, des pays en difficulté. Mai 68, il y a des bouquins qui sont à ne pas manquer, où il y a trop de production? Non, il y a trop de production. Ça va être un peu au hasard Balthazar? Non, ça va pas. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recevoir 2 auteurs bordelais. Pierre Brana, qui a écrit un livre sur mai 68 à Bordeaux, et puis un autre dont j'ai pas le titre en tête là. C'est-à-dire qu'on va limiter à 2 rencontres dans le mois de mai. On va quand même faire une vitrine, mais on va essayer de la faire de manière un peu originale. Et après, non, aujourd'hui, j'ai pas de livre à conseiller sur mai 68. J'ai entendu dire qu'il y avait un très beau livre de photos. Bon, voilà, j'en sais rien, on verra. Ça m'agace un peu parfois. Tous les anniversaires, la guerre de Carinthie, mai 68, est prétexte à une espèce de déversement de livres dont on ne sait plus quoi faire. À propos d'anniversaire, juste une rapide parenthèse, parce que c'est peut-être pas le propos ici non plus, mais la célébration contestée de Maurras et de choses comme ça, et de Céline. Oui, alors ça n'aura finalement Céline, ça ne sera pas publié finalement, le livre. Donc moi ce que je dis, c'est que je pense que ça pouvait l'être dans la mesure où c'était accompagné, mais accompagné non pas par peut-être par des écrivains de littérature, mais surtout par des historiens. C'est-à-dire qu'à aucun moment il ne faut laisser à aucun moment oublier qui a été Céline, un des plus grands auteurs certes, mais aussi quelqu'un dont nous contestons totalement ses positions et l'idéologie. Alors c'est la dualité de chacun de nous, c'est-à-dire le meilleur et le pire, le meilleur côtoie le pire, ce qui est le cas chez Céline. Défendons le meilleur qui est l'auteur, l'immense auteur qu'il a été, et n'oublions jamais le pire de ce qu'il a été. Donc moi j'aurais été favorable à une édition accompagnée d'historiens et d'hommes de lettres. Voilà, finalement Antoine Gallimard a fait le choix de reculer là-devant. Bon, ben voilà, c'est pas très grave. Il a ses raisons, peut-être. Est-ce qu'aussi on a mal présenté les choses? Commémoration, célébration. Ouais. Il aurait peut-être suffi de dire rappel historique de... Tout à fait. Et puis, vous voyez la manière dont les médias s'emparent de tout, moi qui m'effraie. Et donc, ça monte. Et puis, à un moment, c'est trop tard, quoi. Donc, parfois, le mot n'est pas le mot juste.